souvent, le parcours est beaucoup guidé par un parcours professionnel. Un parcours professionnel, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, il faut penser à sa vie aussi. Si demain, ça s'arrête, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Denis Jacquet, entrepreneur engagé, investisseur, mais aussi auteur et conférencier à succès. Bonjour Denis. Bonjour Thierry. Alors Denis, quand on regarde ton parcours, on a le sentiment d'observer un grand patchwork aux composantes hétérogènes et inclassables, ce qui colle d'ailleurs assez bien avec ta personnalité que tu qualifies toi-même comme ne rentrant dans aucune case. Tu es né dans une petite ville de l'Orne où tu as grandi dans une famille modeste mais aimante et toujours présente dans les moments importants de ta vie, même si partager ses émotions et son affection n'est pas toujours la norme dans ta famille. Dans tes premières années, tu es plutôt solitaire avec peu d'amis, mais tu es bon à l'école et en sport et tu deviens même champion de France d'athlétisme. Mais ton rêve de participer au JO est brisé par une blessure, un événement qui marque un tournant important dans ta vie et t'oblige à redéfinir tes aspirations. Après ton bac, tu passes par la case prépa avant d'intégrer HEC. Là-bas, tu découvres un monde très différent et bien que tu ne sois pas passionné par les études, ça prépare ton entrée dans le monde professionnel qui se fait chez Baker & McKenzie, un cabinet d'avocats où Christine Lagarde te recrute comme fiscaliste à New York. Après 6 mois aux États-Unis, tu passes 3 ans dans différents cabinets avant de te lasser de la routine et de te tourner vers l'immobilier, puis de créer ta première entreprise à tout juste 25 ans. C'est à ce moment-là que tu réalises que ta vraie vocation, c'est d'être entrepreneur. Un rôle que tu définis comme un acte égoïste d'utilité collective. Parallèlement, tu ouvres des pop-up stores et apprends les ficelles du commerce, ce qui, de fil en aiguille, te conduit à reprendre une société en dépôt de bilan, Educatel, spécialisée dans la formation par correspondance. Et contre toute attente, tu réussis à la sauver en médiatisant notamment l'ouverture d'une filiale en Afrique. Fort de cette expérience, tu surfes sur la vague Internet pour lancer EduFactory, une entreprise de e-learning, et tu déménages au Maroc pour explorer de nouvelles opportunités. Toutefois, ta vie bascule au Maroc, tu divorces, tes enfants s'éloignent de toi et tu perds ton papa. Des événements qui marquent le vrai début de ta transformation personnelle. Tu es en effet en quête de sens et souhaites te diriger vers des activités à impact positif, que ce soit au travers de l'entreprise ou de tes engagements personnels. Tu t'intéresses alors à la politique, tu écris des ouvrages à succès et tu fondes Day One en 2018, une série de conférences sur l'impact du digital sur la société. Tu crées également plusieurs initiatives, dont un incubateur pour seniors qui aide cette population à migrer des grands groupes vers les startups et PME. Et tu t'engages enfin dans des actions caritatives, notamment avec SOS Sahel, une association fondée par l'ex-président du Sénégal, Sédar Senghor, qui lutte contre la désertification en Afrique. Alors Denis, comme on le voit, ton histoire est un témoignage puissant de résilience et de transformation, et la manière dont tu relis les points entre tes différentes expériences pour donner un sens à ta vie et contribuer à une société plus inclusive et solidaire est une véritable source d'inspiration. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton parcours qui, j'en suis sûr, encouragera beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs à progresser sur leur propre chemin de transformation. Bienvenue Denis. Avec plaisir. En écoutant le portrait, je me suis demandé si finalement j'avais pas un peu plus de 100 ans, mais je vais essayer de rester jeune pendant cet entretien. Justement, Denis, avant de démarrer, j'ai envie de te faire réagir sur ce parcours que je viens de retracer, qui est quand même assez complet. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin ? En même temps, une sensation un petit peu bizarre d'avoir finalement accompli pas mal de choses et d'en avoir tellement plus à faire. Et ce qui rappelle en permanence que le bien le plus précieux, c'est le temps. Parce qu'à partir du moment où on a envie de faire des choses, ça nécessiterait tellement de temps. Et malheureusement, c'est la chose la plus incontrôlable qui existe. Donc du coup, il faut en faire le meilleur usage. En écoutant ça, ensuite, je vois à quel point c'est toujours intéressant de voir comment on accepte de faire des choses qui semblent décousues, sans avoir véritablement d'objectif au départ, et de s'apercevoir qu'avec le temps, des choses totalement isolées, disparates, finissent par faire du sens.
Mais il faut là aussi laisser le temps faire et accepter l'idée d'aller un peu au hasard des choses, de laisser le chaos s'emparer de sa propre vie pour voir là où ça mène. Et on a toujours, en général, la bonne surprise de s'apercevoir que les choses sont liées, ce qui permet après, philosophiquement, de se demander si vraiment il n'y a pas une notion de destin préécrit avant, puisque c'est quand même assez étonnant que des choses faites sans objectif parfois arrivent à se relier avec un sens. La troisième chose, c'est de s'apercevoir que quand on vient d'un milieu plutôt modeste, terrien, provincial, comme on dit en France, on a peut-être plus cet appétit de découvrir et de ne pas rester sur des lieux communs que des gens qui héritent d'un monde que finalement ils essayent de perpétuer, qui s'étouffe un peu par manque de diversité. C'est des mondes pétris de certitude, alors que quand on vient de nulle part, on est pétri d'incertitude. Finalement, l'incertitude, c'est certainement un des carburants les plus importants, qui rejoint après la curiosité, l'envie de découvrir. Donc je pense que finalement, ne pas avoir d'héritage, c'est une des plus grandes formes de liberté qui existent. En réalité, on finit par se dire que de ne partir de rien, on peut dessiner sa propre toile, et finalement, c'est le sens de mon parcours en tant qu'entrepreneur, dont je tire pas particulièrement de fierté. J'ai toujours expliqué un peu partout que finalement, entrepreneur, c'est une nécessité, c'est pas un choix. On sait pas faire autre chose, c'est-à-dire qu'on met un peu de temps à découvrir ce qu'on a envie de faire, et en fait, c'est pas la chose qu'on veut faire, c'est la façon dont on veut vivre. Donc je pense que ça, je retiens ça, et puis peut-être la dernière, à un moment donné, je pense que dans une vie, progressivement, il y a un moment où on pense à soi, et puis normalement, mais il y a un moment où on commence un peu plus à penser aux autres, parce que c'est là où finalement la partie positive de l'ego, hein, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon ego finit par te dire que si tu dois laisser une trace, il faut que ça soit une trace qui ait du contenu et pas une trace qui soit un chiffre. Je crois qu'il faut accepter l'idée d'être égoïste pendant un certain temps parce qu'il faut se concentrer sur soi. Et si on veut faire des choses pour les autres, il faut en avoir les moyens. Et donc, il faut d'abord se concentrer sur sa réussite personnelle avant de pouvoir s'intéresser aux autres. Il y a quelque chose qui m'a frappé au départ de ta réaction à l'énoncé de ton parcours, c'est que effectivement, quand on regarde ton parcours, on est frappé par cette grande diversité, il faut bien dire son hétérogénéité. Et donc, je voulais savoir en fait ce qui t'animait profondément et surtout comment tu arrivais à connecter ou reconnecter toutes ces activités entre elles. Tu parles que il y a un peu cette sérendipité et le fait que finalement les choses finissent par faire sens par elles-mêmes. Mais je suis intéressé d'avoir ton point de vue par rapport à ça. En fait, c'est le fait d'accepter les rencontres et de se dire que peut-être il va en être quelque chose. Et que pendant ce temps-là, ces rencontres se font d'un côté, ta vie se bâtit de l'autre, et d'avoir cette croyance qu'à un moment donné, ce réseau qu'on bâtit, ces rencontres qu'on fait, cette connaissance qu'on accumule dans des secteurs très diversifiés, fait que si on est capable d'avoir une extraction sur le monde, de faire un pas en arrière, de s'apercevoir que la Terre est bien ronde, et qu'en réalité, elle est connectée par tellement de choses, et qu'en réalité, on a fini par créer des générations de spécialistes, des gens qui sont très bons sur chacun de leurs domaines, mais c'est qu'ils sont complètement incompétents à les reconnecter au reste du monde. Et en fait, très vite, j'avais un espèce d'appétit de compenser ce que j'avais pas eu jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans, par un espèce d'appétit monstrueux pour le fait de compenser ces 17 années et de rencontrer autant de gens que je pourrais dans tous les milieux. Donc je l'ai fait vraiment par hasard, par curiosité, par passion de rencontre, et finalement, ces pièces séparées tout à coup prennent du sens. Mais en fait, elles en ont pour tout le monde. Sauf que personne les voit, parce que chacun voit le monde à travers la lorgnette de sa spécialité, maintenant à travers la taille de son écran de smartphone. Donc du coup, les gens ne voient même plus ni les gens qu'ils croisent dans la rue, ni les gens avec qui ils mangent au restaurant, puisqu'ils passent plus de temps à regarder leur écran que leur interlocuteur. Donc je pense que les interactions, c'est ce qui régit le monde et c'est ce qu'on regarde le moins. Et finalement, c'est ce qui m'a guidé. Je me suis dit, mais il y a tellement d'interactions, je serais tellement ravi de comprendre comment un influence l'autre que je vais continuer comme ça, et c'est ça qui me guide en fait. Ouais. Ouais, et donc ce que je retiens, c'est aussi se rendre disponible aux rencontres, aiguiser notre curiosité, sortir de nos silos, sortir de nos zones de confort pour se mettre en disponibilité et aller à la rencontre. Et c'est de ces rencontres et de ces interactions entre ces choses qui peuvent paraître différentes que peuvent naître quelque chose de nouveau. Ouais. Et en fait, pourquoi les gens très intelligents deviennent idiots, c'est qu'à un moment donné, ils sont connus, reconnus, et finalement, ils s'enferment dans
la certitude de leur savoir. Ils acceptent plus d'être challengés sur leurs idées et ils ne rencontrent plus personne qu'un cercle relativement proche. Et finalement, comme ils sont très sollicités, ils refusent toutes les sollicitations. Et du coup, ils s'appauvrissent sans s'en apercevoir. Ils débitent des certitudes. Il y a deux choses qui définissent la fin d'un homme ou d'une femme. Le fait d'arrêter d'apprendre et le fait d'arrêter d'être challengé sur ses propres certitudes. À partir du moment où on commence à refuser ces deux choses, on devient une obsolescence qu'on programme soi-même, ce qui est quand même terrifiant. Denis, tu le sais, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours, on a vu, en est riche. Et est-ce que tu peux partager, toi, avec nous et nos auditrices et nos auditeurs, la manière dont tu as pris conscience, finalement, de ce potentiel de transformation? Comment tu as procédé, finalement, pour trouver ton propre chemin? En fait, c'était pas un parcours facile parce que, alors, j'ai pas une enfance malheureuse du tout, hein. On n'était pas riche, mais on n'était pas non plus très pauvre, hein. Mais bon, voilà, mon grand-père, il a tout perdu pendant la guerre à Paris. Ils se sont allés se cacher en province. Du coup, il est passé de la banque à la livraison de charbon. Ensuite, il a travaillé dans l'amiante et il en est mort. Donc, voilà, ma mère a commencé à bosser à 16 ans ou 17 ans. On sait d'où on vient et on sait ce pourquoi on a lutté, mais on n'était pas pauvre, mais on était dans cette frange de la population qu'on appelle la classe moyenne, plutôt inférieure que supérieure. Mais voilà, tu rappelais qu'effectivement j'ai pas eu beaucoup d'amis. En réalité, mon problème, c'est que jusqu'à la seconde, j'ai eu 2 ans d'avance à l'école. Et en réalité, c'est pas trop un problème quand t'es petit. Ça commence à devenir un vrai problème à l'adolescence parce que toi, t'es encore un bébé et les autres deviennent des adultes. Et finalement, il s'instaure un décalage qui fait que t'es tellement pas à ta place que t'as pas de relation avec qui que ce soit parce que tu vis pas la même chose et t'es décalé. Moi, j'ai été élevé par des femmes et du coup, j'avais une confiance assez instinctive et naturelle avec les femmes et quasiment aucune compréhension de comment fonctionnaient les gars, quoi, les mecs, les garçons. Du coup, j'ai pas eu d'amis masculins avant l'âge de 20, 21, 22 ou 23 ans. Donc finalement, je considérais que j'avais que des compétiteurs et les seuls qui étaient proches de moi étaient des filles. Et donc du coup, dans toute ma vie, la seule constante qui a pas été transformée avec le temps, c'est une plus forte confiance dans les femmes que dans les hommes. Mais ma transformation, c'est la disparition de mon père et forcément ça, tout à coup, on se dit en quelques secondes ou en quelques semaines ou en quelques mois qu'en réalité, on dépend bien de quelqu'un. C'est-à-dire que si on considère qu'on est autosuffisant, on a terriblement tort. Et que tout à coup, finalement, on commence à regarder autour de soi, on repart sur ces fameuses interactions et on se dit mais en réalité, je suis ce que je suis en fonction de non plus de mon nombril, mais des gens qui m'entourent. Et qu'il faut peut-être mieux regarder, écouter, interagir avec les gens qui m'entourent, être plus ouvert à des gens qui pensent différemment, alors qu'avant, je pensais que je savais tout, à peu près sur tout, et que j'avais besoin de personne. Le fameux concept d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Voilà, de passer d'un égoïsme très égocentré, et tout à coup, je me suis dit, waouh, je perds une personne au monde, et en fait, j'ai la sensation que je vais être tout seul pour le reste de ma vie. Et si je sais pas prendre conscience de ça à ce moment-là, et d'avoir un autre regard sur les autres, quand je perdrai aussi ma maman, je serai définitivement totalement seul au monde. Et donc, du coup, ça a été vraiment un déclic très fort. Alors, pas tout de suite, parce que sur le coup, on encaisse plutôt mal et toujours douloureusement. Enfin, 23 ans après, là, je vais arrêter maintenant parce que je sais que je pourrais plus parler dans 5 minutes. Mais véritablement, ça a été un déclic et ma relation aux autres a changé ce jour-là. Et tout à coup, j'ai commencé à m'intéresser aux autres, non pas pour ce qu'ils pouvaient me rapporter à moi, mais pour ce qu'on pouvait s'offrir ensemble. Et ça a été le début d'un parcours associatif avec cette association d'entrepreneurs qui était devenue la plus grosse en France, avec cet incubateur pour les seniors où on a vraiment changé la vie de centaines de personnes. Et j'ai tout à coup trouvé que avoir de l'impact sur la vie des autres était une telle satisfaction, une telle source de fierté. Je me suis dit, waouh, j'ai passé peut-être 15 ans à penser à ce que ça pouvait me rapporter à moi. Ça m'a rapporté des satisfactions, mais ce que je fais pour les autres m'en rapporte 100 fois plus. Et je me suis aperçu qu'en fait, en donnant 1, on reçoit 10 et que véritablement, c'est juste incroyable en termes d'enrichissement personnel, de satisfaction et de fierté. Au final, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être fier de soi,
et que ceux qui comptent pour vous soient fiers de ce qu'on accomplit. Et quand je repense aux dernières secondes de mon père, je lui dis qu'il serait fier de moi. Et finalement, c'est un peu le driver ensuite de ce qui t'emmène vers le reste de ta vie normalement. Oui. Est-ce que toi, tu as le sentiment, Denis, maintenant d'être en alignement avec toi-même, ou en tout cas de t'être rapproché de qui tu es vraiment, ou est-ce que tu es encore sur le chemin? En fait, la caractéristique du temps, c'est qu'on change aussi. Donc, du coup, la définition qu'on avait, les espoirs, les attentes qu'on peut avoir à 25 ans et celles qu'on peut avoir 25 ans plus tard sont pas les mêmes. Donc, du coup, on n'est jamais aligné avec soi-même parce qu'on reste jamais le vrai soi-même. En fait, le soi-même change avec le temps. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de courir avec une image qu'on avait de soi avant. Il faut mieux l'adapter au fur et à mesure du temps et voir si par contre, si elle reste cohérente. Mais il faut qu'on s'adapte aussi à son temps, à son âge, à ses interactions, à sa situation. Donc, je pense qu'on a une autre définition de soi-même, mais si on le raccroche à l'idée de dire que on a envie de garder du recul, le désir d'apprendre, la curiosité de rencontrer et le fait d'impacter un peu la société en fonction de ses moyens, de son temps et de sa capacité, bah ça déjà, si on garde ça, c'est une bonne définition de soi-même finalement. La seule ligne, c'est qu'est-ce qui me rend heureux. Et à partir du moment où on arrive à garder cette ligne-là, je pense qu'on reste déjà bien aligné avec soi-même en fait. Denis, toi, est-ce que tu peux nous parler de rituels ou d'habitudes, d'influences, de rencontres en fait qui ont été déterminantes sur ton chemin et qui t'ont peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, comme je rencontre vraiment beaucoup de monde, et la plupart du temps sans savoir pourquoi, du coup, il y a quand même une accumulation de rencontres qui chacune ont produit peut-être le poids d'une plume, mais une fois que ces plumes sont devenues un oreiller ou une couette, on s'est aperçu que ça réchauffe la vie de façon assez intense. Et finalement, c'est parfois pas la rencontre elle-même, c'est l'accumulation de ces rencontres qui devient intéressante. C'est vrai qu'il y a quelques personnes comme ça qui ont été un peu fortes. Et dans les rituels, bon bah forcément, moi j'étais un sportif dit de haut niveau, donc mon rituel c'est le sport. Je peux pas passer 2 jours sans faire de sport, c'est juste impossible. Donc que ce soit de faire une séance dans mon appartement le soir avant de me coucher, d'étirements, de pompes, d'abdominaux, de cordes à sauter ou d'aller jouer au tennis, de faire de la boxe, de courir, de nager, tous les trucs que j'aime faire. Ça, c'est mon rituel. C'est une espèce de garantie. Est-ce qu'elle est réelle ou pas? L'avenir le dira. Pour me garantir d'un certain nombre de problèmes physiques, voire même intellectuels à terme. Donc, mon rituel, c'est vraiment le sport. Mais dans les rencontres, il y a eu celle de David Fervent-Schreiber, qui est malheureusement décédé maintenant depuis quelques années. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a alerté sur le fait que les seniors, qui souvent étaient éjectés des grands groupes, notamment français, puisqu'on est un des pires pays au monde sur la longévité des seniors et le taux de retour à l'emploi des seniors. Et donc, David me dit, regarde, le taux de décompensation de maladie, le taux de suicide, d'addiction et de mort chez les seniors poussés en dehors des entreprises est monstrueux. Tout le monde le cache sous le tapis. Et vraisemblablement, ton père, qui a cédé un peu au mirage de l'après-retraite et qui avait pas préparé, qui était pas prêt, qui avait pas assez de relations sociales, pas assez d'objectifs dans la vie en dehors de son travail, bah certainement a décompensé, déprimé, qu'il est dans les 25, 28, 30, 32% de gens qui ont décompensé un sale truc et qui malheureusement en est mort. Et finalement, ça a été une énorme rencontre parce que c'est à partir de ce moment-là, quand je suis rentré en France, j'ai dit, bah tiens, dans notre association d'entrepreneurs, elle marche bien, elle se développe très vite, c'est super, on aide des startups, du financement, du réseau, on va convaincre les politiques d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une entreprise en France, c'est pas une mince affaire. Là, on va faire un truc utile. Et c'est là où j'ai monté cet incubateur pour les seniors en disant, on va prouver au monde que des gens de moins de 25 ans peuvent être aidés par des plus de 55, voire même plus de 65 souvent, et que le mariage va très bien se passer, que tout le monde va y gagner énormément, en capacité de se développer pour les dirigeants et dirigeantes, et en capacité de retrouver un objectif dans la vie pour les seniors qu'on avait, et on a réussi cette opération. Donc du coup, David a été assez important là-dessus, parce que ça a été une rencontre vraiment passionnante. Et puis après, j'avais mon parrain, qui était une famille très connue en France, qui était un peu mon parrain à l'école, c'était la famille Bloch Bouchara, c'était les tissus Bouchara. Pour nos parents et nos grands-parents, c'est des marques qui parlent encore beaucoup, beaucoup moins maintenant, et qui m'a vraiment guidé dans ce monde parisien du commerce qui était complètement extraterrestre pour moi.
et qui m'a tendu la main et qui m'a mis le pied à l'étrier en me faisant vendre des petites annonces dans l'annuaire HEC, ESSEC, ESCP de l'époque, ce qui m'a permis de rencontrer plein de dirigeants de toutes les boîtes de la grande distribution. Donc j'ai rencontré à 20, 21 ans des gens auxquels j'aurais jamais pu accéder et qui m'ont accordé du temps parce que j'appelais de la part de Jacques. Et donc du coup, c'était une très très belle rencontre et je suis très heureux qu'il soit toujours vivant et toujours là et que je puisse le voir le plus régulièrement possible. Donc oui, ça fait partie des deux rencontres importantes dans ma vie en fait. La troisième rencontre, ça a été la rencontre avec moi-même quand mon père est mort. Et de se dire, tiens, finalement, il y a peut-être une partie de ma personnalité que je connaissais pas et que je ferais bien de développer avant que mon nombril soit trop enflé. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'incertitude, de doute, et que ces doutes et incertitudes pouvaient être des moteurs. Est-ce que toi, tu peux évoquer avec nous comment tu les gères, ces moments de doute et d'incertitude, comment tu les as adressés et peut-être comment ils sont devenus des opportunités pour toi? L'avantage et le désavantage d'être entrepreneur, c'est que le doute s'installe dans sa vie quotidienne pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que si on considère vraiment qu'il y a une entreprise sur 12 dans le monde qui réussit, un start-upper sur 12, en fait, la seule certitude dans une entreprise, c'est qu'on peut pas en avoir. Donc du coup, le doute fait partie du quotidien, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin de le gérer parce qu'il fait partie de l'équation. Mais il y a quand même des moments où on se dit waouh, j'ai quand même pas beaucoup de matelas de sécurité. Si j'échoue, qu'est-ce que je fais quoi? L'avantage aussi, c'est que quand on a su bâtir un réseau, quand on a su aller à la rencontre des autres, tout à coup, le doute se rétrécit parce qu'on se dit qu'on aura d'autres opportunités. Alors que quand on est tout concentré sur sa vie professionnelle, sur son entreprise et qu'on n'en sort pas, ben le jour où ça casse, on n'a pas d'outil de remplacement, pas de terrain d'atterrissage, on n'a pas d'amortisseur. Et donc, la gestion du doute est beaucoup plus facile quand on s'ouvre aux autres, parce que les autres, si on a fait des choses intéressantes avec ou pour eux, ben, à un moment donné, il y aura d'autres opportunités. Et la deuxième chose, c'est que, et on revient au rituel, c'est que, à un moment donné, ça grignote l'estomac, le stress est très consommateur. Donc, du coup, il faut un moyen et une technique pour l'enlever. Et le sport, à nouveau, pour moi, en tout cas, reste le moyen le plus efficace parce que 1 heure et demie de natation en mer, une séance de boxe ou un footing assez long, ça génère tout ce qu'on connaît d'endomorphine, etc., qui crée une espèce d'excitation et de plaisir. Alors ça aussi, on avait vu ça avec David Servan-Schreiber. On regardait les gens qui étaient traités par les pilules et les gens qui étaient traités par une pratique sportive. Et finalement, décrocher de leurs médicaments et retomber dans la dépression, maintenus dans le sport, sans pilule, ils continuaient à vivre une vie plutôt normale et sans dépression. Donc c'est un outil très très puissant. Donc ouais. Non, j'aime bien ce que tu dis sur le fait que, évidemment, le doute est inhérent à nos existences. On peut pas ne pas avoir de doute, mais que néanmoins, il y a des façons de le combattre. Et une des façons de le combattre, c'est d'élargir son réseau et ne pas être toujours centré sur soi et s'ouvrir aux autres et cultiver les opportunités. Donc, c'est combattre le doute en l'équilibrant par les opportunités qui peuvent naître en élargissant son réseau et finalement en sortant de sa zone de confort et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire en étant curieux, sortant de ses silos pour créer des opportunités. Et ça, c'est l'expérience que je retire des seniors dont on a parlé tout à l'heure, c'est que c'est des gens qui, dans cette génération-là, des gens qui avaient 58, 60, 65 ans, ce sont des gens qui, contrairement aux jeunes aujourd'hui, ont fait souvent 1 ou 2 entreprises maximum dans leur vie et pour qui le réseau social est exclusivement constitué de leurs collègues de travail. C'est ça. Ce qui fait que quand ils perdent ça et qu'ils rentrent à la maison et qu'ils regardent leur agenda et qu'ils regardent leur carnet d'adresses, en dehors des gens avec qui ils travaillent, il y a personne. La deuxième chose, c'est quand on veut trouver un travail, il faut du réseau. Et du coup, c'est pas un de tes copains ou de tes copines de ta boîte qui va te trouver un job puisqu'ils sont dans la même boîte que toi, qui vient de te licencier. C'est ailleurs. Ah oui, mais ça tombe mal parce que ailleurs, j'ai pas de réseau. Donc, ils ont pas de réseau en dehors de leur univers. Et puis, la troisième chose, c'est que leur réseau, s'il y en a vieilli avec eux. Et donc, du coup, leurs collègues, souvent, eux-mêmes ont vécu la même expérience. Eux aussi ont été poussés. Donc, du coup, ils peuvent rien faire pour eux puisque eux-mêmes sont à la recherche d'un nouvel emploi et qu'ils en trouvent pas. Donc, du coup, ils rentrent dans une spirale infernale dans laquelle ils peuvent plus socialiser. Ils n'ont pas pensé à cultiver un réseau professionnel en dehors de leur entreprise. Et ils se retrouvent comme une sorte de Robinson Crusoe sur une île
qui est peuplé de personnes et sur personne vers qui se retourner et s'appuyer. Il faut jamais oublier que son réseau social vieillit avec soi. Et que du coup, l'autre chose que j'ai appris depuis quelques années, c'est que moi maintenant, je constitue des réseaux avec des gens plus jeunes que moi. D'abord parce que ils remettent en cause un certain nombre de choses qui ont basé mon éducation et ma culture, et que finalement, ils fonctionnent pas comme nous, et que donc du coup, comme on ne fonctionnait pas comme nos parents, et que si on comprend pas ça, finalement, on se constitue des réseaux de gens qui vieillissent avec nous, et on ne sait pas comment fonctionner avec la nouvelle génération. Donc du coup, le réseau s'épuise de lui-même. Donc je m'attache depuis 10 ans maintenant à faire en sorte de garder les pieds au sol de réseaux de gens contre 25 et 40 ans. Et il faut comprendre que qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit cadre, à un moment donné, il faut aller faire du réseau en dehors de sa zone de sécurité. Parce que le jour où on a un besoin, c'est là où on s'aperçoit trop tard qu'on n'a pas su le constituer. Donc il y a un aspect générationnel, qu'il faut construire son réseau, ouais. Voilà, et un aspect d'externalité qu'il faut aller chercher. L'extérieur et le renouvellement des générations. Si on sait gérer les deux, du coup, on peut faire fonctionner cette machine à socialisation et à un réseau extrêmement longtemps, oui. Denis, toi, quel impact tu dirais que ta transformation personnelle a eu dans un premier temps sur toi-même, mais aussi sur les autres? Le fait d'avoir une famille, comme tu disais tout à l'heure, aimante, mais pas tactile, on se sentait vraiment aimé. Je pense qu'à un moment donné, dans cette transformation, j'ai pris conscience du fait qu'il fallait s'ouvrir sur les autres et aussi accepter de se mettre un petit peu à nu, ce qui était vraiment pas ma culture. Donc je pense que dans ma transformation, c'était cette capacité de lutter contre ma culture de pas trop montrer, de pas trop dire, pour accepter l'idée de montrer ce qu'on peut considérer comme des faiblesses, de les partager, mais du coup d'avoir une connexion aux gens, parce qu'on se dévoile un peu, du coup les gens se disent il me dévoile quelque chose d'intime, donc d'abord je dois en faire autant, et puis ensuite du coup ça nous rapproche. Donc cette transformation, ça a été un rapprochement. Moi mes enfants, je les touche, je les embrasse quand même ma fille, elle me dit je t'aime papa. C'est un truc que j'ai jamais entendu, je l'ai ressenti mais je l'ai jamais entendu. Encore aujourd'hui, j'ai encore un tout petit peu de mal à le dire, mais je le dis. Donc cette transformation, elle est forte. Et du coup, elle influe sur les autres, parce qu'à partir du moment où on fait le premier pas pour se déshabiller, à un moment donné, forcément, quand on a moins de choses à cacher, il y a un niveau de confiance qui s'établit, qui est forcément plus fort. Donc ça a vraiment transformé ma relation aux autres. On comprend qu'en réalité, c'est pas une faiblesse que de s'ouvrir. C'est la première étape de la construction de relations beaucoup plus profondes. Et si on a des relations plus profondes avec les gens, du coup, on peut bâtir des choses beaucoup plus fortes. Donc la profondeur crée la solidité, et la solidité garantit la durabilité. La vraie vie, c'est de s'ouvrir, voilà, et non pas de fermer. Et cette capacité d'être le premier à faire craquer l'image pour que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour dire waouh, on peut vraiment lui dire des choses et on peut faire des choses ensemble. Je pense que ça c'est un exercice qui me semble essentiel pour vivre une vie riche, longue et excitante. On vient d'en parler peut-être, mais toi, Denis, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle qui est pas forcément aussi abouti que le tien, en quelques mots? C'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire faut toujours accepter l'idée qu'il y a un élément manquant ou éventuellement défaillant dans la carcasse. Tout le monde va à l'Apple Store, mais personne veut aller au Doctor Store. C'est-à-dire que déjà on sait qu'on a un truc qui potentiellement va pas, mais on préfère se mettre la tête dans le sable et dire non mais ça va se passer, ça ira mieux. Non, il faut toujours réussir à écouter autour de soi, et souvent son mari, sa femme, sa compagne, son compagnon, peu importe, et dont il faut écouter l'avis. La deuxième chose aussi, c'est que souvent le parcours est beaucoup guidé par un parcours professionnel. Un parcours professionnel, à un moment donné, ça s'arrête. Donc il faut penser à sa vie aussi. Donc il faut commencer à se dire que dans une transformation, il faut commencer dès maintenant à se préparer au fait qu'on va avoir une autre vie à un moment donné, et que du coup il va falloir lui donner une autre signification, un autre sens. Donc ça, c'est aussi un chemin qu'il faut commencer très tôt, en se disant si demain ça s'arrête, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc je pense qu'il faut à un moment donné prendre un pas de côté et mettre sa vie en perspective et dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus heureux, parce qu'il faut commencer par soi, et ensuite qu'est-ce que je dois faire comme effort, comme changement, comme adaptation pour faire que ça arrive. Et la réponse est souvent
lié à son rapport aux autres. Tout ce qu'on est très lié à l'interaction qu'on a aux autres. Donc on n'a pas bien compris comment on allait interagir et pourquoi avec les autres. C'est une transformation qui peut pas arriver. Tout est très lié au regard et à l'interaction qu'on veut avoir avec les autres et avec quels autres. Et pour moi, la réponse, c'est avec tous les autres. Et puis après, on fait le tri. Donc on commence par faire ce que mon prof de philo en terminale disait, vous faites un monstre, c'est-à-dire mettez tout ce qui vous passe par la tête. Il m'a beaucoup servi aussi, ce prof de philo. Depuis, finalement, je n'arrête pas de faire des monstres. Et puis à un moment donné, vous leur trouverez une signification, et c'est le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde. Faites des monstres. Denis, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? Alors, il y a des choses qui sont de l'ordre du fantasme, mais chaque jour, je me dis pourquoi pas, c'est d'avoir peut-être un destin politique, parce que je pense que la politique doit être complètement réinventée, son personnel doit être réinventé, son fonctionnement doit être réinventé, c'est urgent et essentiel. Donc ça, je peux pas m'empêcher d'y penser, voire même d'y travailler un peu, parce que je me dis que peut-être on devrait, nous, société civile, contribuer à ce renouvellement, à donner enfin aux gens ce qu'ils attendent et non pas ce qui nous arrange. Et que c'est ça le vrai sens de la politique, avoir une vision d'une construction des interactions entre les gens, ce que je fais au quotidien, de savoir pourquoi on le fait, de le bâtir pour le long terme et de le faire au service de tous. Et finalement, c'est un petit peu ce que je fais et je me dis, mais pourquoi pas le faire en grand? Et le faire en grand, effectivement, c'est de pouvoir se dire, tiens, pourquoi pas se présenter un jour à une présidentielle en France et ça reste quelque chose qui est pour l'instant de l'ordre du fantasme, mais je peux pas m'empêcher d'y penser, d'y travailler, d'en discuter. La deuxième chose, c'est il y a toute une partie du monde que je connais peu ou pas, et j'aimerais bien continuer à bâtir des réseaux qui me rapprochent du reste de ce monde que je connais moins bien. J'ai envie de parler 6 langues, je voudrais me remettre au piano, me remettre à la batterie, avoir plus de temps pour lire. Donc une partie du chemin consisterait aussi à me réapproprier des plaisirs intenses, notamment musique, lecture, langue, que malheureusement j'ai pas le temps d'assumer aujourd'hui. Et puis de pouvoir avoir le luxe que n'a pas eu mon père, de pouvoir voir ses enfants et ses petits-enfants grandir. Voilà, pour moi le vrai chemin serait de continuer à faire des choses que j'ai envie de faire et d'en avoir les moyens physiques et intellectuels. Mais en gros, la suite de l'aventure, ça pourrait être ça, ou un mélange de tout ça. Pléthore de projets, comme dirait Jacques Attali, qui t'a précédé sur ce podcast. Pour rester vivant, il nous faut avoir 20 ans de projets d'avance. Exactement. Denis, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu souhaiterais partager avec nous, une information ou parler de ton actualité? Non, effectivement, il n'y a pas de transformation quand on est complètement perdu dans le court terme. Une transformation, c'est quelque chose de longue haleine. Donc si vous ne reprenez pas la maîtrise du temps, et tous ces outils qu'on a entre les mains nous condamnent à du temps court, vous ne pourrez pas avoir de transformation véritablement efficace. Je crois que Mitterrand disait toujours, Monsieur le Président, on vient vous voir, c'est urgent. Et là, il les regardait comme il savait le faire, c'est-à-dire avec cette espèce de regard qui vous tuait en 2 secondes. Il fermait la porte, il disait « Laissez-moi tranquille, je lis pendant 2 heures. » Et donc, le monde peut s'écrouler, j'ai 2 heures de lecture à faire, au revoir. Tout est urgent, donc tout peut attendre. Et finalement, être heureux, c'est beaucoup plus urgent que le reste, et être heureux, ça demande du temps. Très bien, la boucle est bouclée. Tu as commencé à parler du temps dans ton introduction et tu finis par ça, donc on voit bien que c'est central chez toi et vraisemblablement chez chacun d'entre nous. Alors Denis, on n'est pas tout à fait à la fin de cet entretien puisque je vais, avant de te quitter, il y a une tradition sur ce podcast qu'on appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Alors, est-ce que tu es prêt, Denis? D'accord. Allez, je suis prêt à tout. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Je lis Ministry of the Future, c'est le ministre du futur sur qu'est-ce qui pourrait se passer si tout à coup, climatiquement, les choses déraillent complètement. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Un des bouquins d'Attali, c'était une brève histoire du monde ou une brève histoire du futur, enfin je sais plus comment ça s'appelait. Le deuxième qui m'avait vraiment marqué, c'était le premier livre Sapiens de Yuval Harari. Puis après, il y avait la 25e heure sur la vie de Martin Gray, exceptionnelle. Est-ce que tu as une citation préférée? Ouais, j'ai une citation brillante qui est quand on fait de la précaution un principe, on fait de la réussite une exception, Denis Jacquet. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Waouh, cette promesse faite à mon père, qu'il soit fier de moi, me suffit comme source d'inspiration en fait. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Alors j'ai prétendu jusqu'à 12-13 ans vouloir être chirurgien, mais à chaque fois que je voyais une blessure, je tombais dans les pommes, donc j'ai vite compris que c'était pas ça. Comment commences-tu ta journée?
Tout petit peu d'exercice, douche très froide, je la mets au maximum du froid. Et ensuite, je prends mon thé matcha en poudre, mon petit fouet en bambou japonais et je me fais mon thé matcha. Quel talent aimerais-tu avoir ? Pouvoir chanter. Quelle est ta plus grande force ? La capacité à connecter les choses qui n'apparaissent pas connectables. Je pense que c'est quand même là mon point le plus fort. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie ? La musique, je travaille en musique toute la journée. Dès que je la coupe, je tombe. Quel est ton meilleur remède contre le stress ? Le sport. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans ? Que la vie de ceux qui m'entourent était plus courte que ce qu'on imagine toujours et qu'il fallait en profiter un peu plus. Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? La bêtise. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté ? Alors c'est très physique, c'est pas métaphysique. Je pense que les plus beaux chemins que j'ai vus dans ma vie étaient des chemins de campagne corse. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans ? En fait, change rien, il faut faire son chemin. Et enfin, Denis, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode ? Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de considération, parce que c'est un véritable humaniste qui ne feint pas de l'être. C'est Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. C'est certainement le patron le plus humaniste que je connaisse autour de moi et pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie, parce qu'il a vraiment des choses très profondes à dire. Excellent. Bon, on essaiera de l'avoir sur le podcast. Merci Denis, merci pour ton témoignage inspirant. Merci de nous avoir laissé pénétrer ton intimité, d'avoir été aussi authentique. Et bonne suite du chemin. Merci Thierry. C'était le but du jeu, se déshabiller un peu pour aider les autres à s'habiller avec soi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Denis. Premièrement, apprenons à accepter la diversité de nos parcours et à voir comment des éléments disparates peuvent, avec le temps, prendre un sens profond. Chaque expérience, aussi anodine soit-elle, peut se révéler précieuse dans la construction de notre identité. Deuxièmement, la certitude n'est pas un frein, mais un moteur puissant de transformation. Sachons l'accueillir et l'utiliser pour développer notre curiosité, notre résilience et notre capacité d'adaptation. Troisièmement, construisons un réseau solide, intergénérationnel et diversifié. Le soutien des autres et la confrontation à des perspectives variées sont essentiels pour grandir et éviter l'isolement dans nos certitudes. Quatrièmement, ne laissons pas l'urgence du quotidien nous priver du recul nécessaire. Accorder du temps à la lecture, à l'apprentissage et à l'introspection est fondamental pour bâtir une transformation durable et alignée avec nos valeurs. Cinquièmement, osons nous montrer vulnérables et partager nos doutes, nos échecs et nos aspirations avec sincérité. C'est dans cette ouverture que se trouvent les relations les plus riches et les collaborations les plus solides. Et enfin, soyons attentifs aux petites voix intérieures, aux indices que la vie nous envoie et qui nous orientent subtilement vers nos véritables aspirations. C'est souvent dans les détails que se dessine notre chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.